C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Alors, on voulait vous parler de City-Liverpool parce que on a du nez, on pensait que la remontada allait être réalisée par City. Bah oui, City, Guardiola, le jeu flamboyant, en plus à domicile, inarrêtable. Bon, City, patatras, au tapis, c'est Liverpool qui gagne 2-1. Et puis pendant ce temps-là, on regardait quand même un autre œil sur ce qui se passait au stade olympique de Rome. La Roma, je vous le rappelle, avait été battue au Camp Nou 4-1. Et bien ce soir, la Roma vient de se qualifier en terrassant le Barça de Valverde, invaincu en Liga, sur le score de 3-0. Donc, évidemment, on va vous raconter ce match et nous livrer vos impressions. Si vous avez vu également le match, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Compte Twitter de l'équipe du soir. Petit tour de plateau. Pour l'instant, évidemment, le jeu des pronos, on n'avait pas forcément misé sur cette rencontre-là. J'avais le score exact, mais on ne me l'a pas demandé. Ouais, exactement. Ouais. Toujours de mauvaise foi. Tout va bien, les gars? Super, mieux que le Barça. C'est une soirée folle. Ah, vous êtes barcelonais, Olivier? Pourquoi? Non, je sais pas, vous êtes tout non, je regardais la caméra. Ah, d'accord. Toujours dans l'axe. Sergio Agüero, mes amis. Grande soirée catalane ce soir. Mes amis, juste en régie, avons-nous les images du côté de Rome? On me dit qu'elles sont là, on me dit qu'elles arrivent. Regardez cette soirée extraordinaire pour les supporters de la Roma. 1-0 avec un but de Dzeko à la 6e minute. Umtiti a un peu de camping sur cette action. Il n'est pas en jeu. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a rien. Non, surtout il stoppe son effort. Daniele De Rossi, pénalty à la 58e minute. Ça commence à sentir mauvais. Puis Manolas, 82e minute. Premier poteau. Premier servi. Eh oui, merci beaucoup du cliché. Alors la combe, bah ouais, mais il a raison. Manolas, donc. Tu vois, si t'as un mec au deuxième poteau sur le corner, tu la sors. Exactement. Et ouais, il n'y avait pas. Toujours la même. Mes amis, donc on n'est pas forcément anti-barcelonais. Ni anti-catalan, ni anti-catalan. Certains si, mais refusent de... Est-ce que le Barça l'a bien cherché? Oui. C'est clair, oui. C'est clair? Oui. Ouais. C'est totalement... ouais. Ça veut dire quoi, bien cherché? Bien cherché. Ils n'ont pas joué. Non, mais bien cherché. déjà à la pause, il y avait eu énormément d'occasions pour Rome. Et alors on se disait, bon d'accord, ok, ils ont un matelas d'avance, mais enfin, on se faisait la réflexion, on regardait le match, on se disait, tiens, voir le deuxième but juste pour voir s'il va y avoir une réaction de Barcelone. Mais il n'y en a jamais eu. Ils se sont fait marcher dessus, que ce soit dans le jeu, en termes d'occasion, dans l'intensité, un café l'addition. Franchement, c'est... ils n'ont pas joué ce match. Alors, est-ce qu'ils pensaient que le matelas suffisait? Johan avait fait une réflexion juste avant le coup d'envoi en disant, tiens, il rentre s'échauffer, un quart d'heure, 20 minutes. Oui, mais ça, c'est général. Ouais, alors en tout cas, ils ont continué à s'échauffer pendant le match parce qu'ils sont jamais rentrés dedans. Ils ont dû penser comme certaines de ce plateau qu'on pouvait mettre Dembélé, qu'on pouvait mettre tout le monde parce que c'était fait quoi. Ben non, c'était pas fait. Mais sans lui d'ailleurs, peut-être qu'avec lui, ils auraient été différents. Mais au départ, on parlait en disant pourquoi il fait pas des ci, des là. Non, il a essayé de mettre la meilleure équipe. Au départ, parce qu'il pensait peut-être que ça allait être compliqué, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas répondu du tout. Ah, du tout. Et je trouve que Valverde, je ne sais pas si on va en parler, mais faire des changements tardifs, alors que son équipe prenait l'eau depuis le début, quoi. Et quand tu prends le deuxième, à un moment donné, tu essaies de renforcer quelque chose. Là, il n'y avait pas du tout de vie dans cette équipe. Et c'est comme tu dis, c'est très logique qu'il se fasse éliminer, quoi. Le Barça l'a-t-il bien cherché dans l'esprit? C'est le Barça a-t-il été suffisant ce soir? Forcément. Suffisant et insuffisant. Forcément, parce qu'il pouvait même perdre sans se faire éliminer. Là, c'est une défaite qui est tellement lourde face à une équipe qui est supposée inférieure, et ça s'était vu sur le match aller, que dans la... il y avait quand même c'est un score assez gonflé. Il y avait eu une histoire de pénalty effectivement sur Dzeko qui pouvait éventuellement se siffler. Mais je pense qu'on est plutôt assez tous d'accord pour dire que le Barça est supérieur à la Roma, qu'après le match aller, ça ne devait pas faire un pli, mais c'est ce qui fait aussi la magie de ce sport-là, c'est que c'est jamais fini. Et même avec une équipe comme le Barça qu'on croit à l'abri de tellement ils ont gagné une compétition de cette suffisance-là, eux sont passés à travers. Donc c'est un bel avertissement. La différence, c'est qu'au match aller, moi, j'ai pas trouvé la Roma absente, à l'inverse de Barcelone aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ils sont ni suffisants, ni ce que vous voulez. Les Barcelonais, ils sont absents. Il n'y a personne sur le terrain. Il y a 11 mecs qui sont totalement absents. Un peu Ter Stegen, qui a encore... Après le troisième but, ça a joué. Oui, mais voilà, encore. Parce que la Roma les a laissés jouer. Il y a Ter Stegen qui a comment dire... Qui a retardé le chance,
qui a reculé au maximum l'échéance, mais autrement, les 10 autres sur le terrain, ils n'ont pas été bons. Bah oui, on est donc d'accord. Mais pourquoi sont-ils tous passés à travers? Peut-être qu'ils n'avaient pas l'engagement nécessaire pour faire un match de Ligue des Champions. Je sais qu'on va parler de Messi tout à l'heure, mais là, dans l'influence aussi bien au match aller qu'au match retour, alors attention, en ce moment, il a des problèmes musculaires, donc c'est pas le vrai Messi qu'on voit. Même s'il a mis 3 buts, il a mis 3 buts contre les Ganes, mais c'est que les Ganes. Là, on a vu clairement, en plus, il a pris des coups tout le match. Alors là, aujourd'hui, ils l'ont attendu et puis ils lui ont mis tout ce qu'il fallait lui mettre. Et le problème, c'est que quand Messi est pas là, là on l'a vu clairement. On le sait. Il y avait. Non mais ça on le sait depuis le début de la saison. Ah, mais là c'est une dépendance beaucoup plus importante cette année. On le sait avec Valverde c'est beaucoup plus équilibré, c'est beaucoup plus défensif. On sait qu'il y a Messi, mais il faut pas dire que 3 buts marqués contre les Ganes, ce n'est que les Ganes. Marquer un triplé, c'est toujours un truc extraordinaire. On est d'accord, mais ok, mais c'est pas le même enjeu, c'est pas la même chose. Tu joues pas la Roma. Est-ce qu'on peut regarder plus loin? Moi, je pense que déjà en 8e de finale, ils s'en sortent bien. Je pense que Barcelone s'en était bien sorti déjà au match aller contre Chelsea. D'accord. Il s'était fait démolir. Conte, il avait eu le plan parfait. Ils n'avaient pas eu une occasion, pas une. Il a fallu que Christensen leur offre sur un plateau le but de l'égalisation. Mais dans le match, dans le contenu du match... Ça, on le dit après aussi. Mais non. Mais, je veux dire que l'an passé, la Ligue des Champions, il y a eu des moments où ils étaient dans des périodes très difficiles et ils ont continué leur parcours et on dit, quand tu vas au bout, tu dis, mais dans la difficulté, ils ont réussi. Ce que je te dis, c'est je te dis pas que c'était prévisible, je te dis juste que le parcours de Barcelone, y compris en 8e de finale, c'était un parcours d'opportuniste. Mais Dave, on va... D'opportuniste. On va même aller plus loin. Si tu prends, tout le monde oubliera jamais le 6-1 contre le PSG, mais tout le monde a un peu oublié le 4-0 de l'aller. Bien sûr. Où s'était fait pour le coup, marcher dessus, d'ailleurs au tour d'après, inexistant. Et au tour d'après, en quart de finale, ils n'avaient pas existé, ils avaient pris 3-0, 0-0 contre la Juve, et ils n'avaient pas mis un but. Donc si vous prenez la saison dernière, sur les 4 matchs éliminatoires qu'ils ont joués, il y en a un qu'ils ont vraiment bien joué. C'est le du miracle. Voilà. Moi, ce qui me dérange, mon opinion là-dessus, c'est qu'on parle d'une équipe qui était annoncée comme quasiment le plus gros favori pour gagner la Ligue des Champions, qui avait concédé sur toute la phase de Ligue des Champions que 3 buts en Ligue des Champions et qu'on a concédé autant sur 90 minutes. Donc ça, c'est surprenant. Et même ce soir, sans un bon Messi, t'avais même pas besoin d'avoir un bon Messi. Ce soir, il fallait juste concéder au pire 2 buts. Bertrand, je me souviens qu'à la fin du match aller, avec un score qu'on avait jugé flatteur en faveur du FC Barcelone, on avait parlé également de l'arbitrage, qui était toujours un petit peu en faveur du FC Barcelone. J'avais posé les questions, alors il y avait Johan, il y avait Olivier, je pense qu'il y avait Thierry. Je vous avais demandé... est-ce qu'on peut lister aujourd'hui le FC Barcelone? Est-ce qu'on peut finalement le positionner par rapport aux favoris? Vous m'avez tous dit que vous ne saviez pas, enfin en tout cas les personnes qui étaient là, on ne savait pas. Alors c'est vrai que le Barça a une tradition, c'est vrai que le Barça a l'habitude des derniers carrés. C'est le meilleur joueur du monde. Mais on avait... Oui. Mais vous m'aviez répondu à l'époque, on ne sait pas forcément. Voilà. Alors il y a la tradition et tout ça. Voilà. Pour peut-être pondérer ce que vous venez de dire. Non mais j'entends bien, mais ça faisait quand même partie des équipes qui étaient quand même largement susceptibles de la gagner. Et il y a quand même une part d'inexplicable à ce qui est arrivé ce soir, dans la mesure où cette équipe-là s'est basée cette saison sur la solidité défensive, plus que sur le génie offensif. Là, on leur demandait pas de marquer, on leur demandait pas de gagner 2-0, on leur demandait juste, tu faisais 0-0, tu perdais 2-0, 2-1, ce que tu voulais, et ça passait. Et là, ils passent à côté de... Mais pourquoi c'est inexplicable? Si vous pensiez avant le match qu'il pouvait y avoir 3-0 pour la Roma, moi j'étais loin d'imaginer. Moi, je ne pensais pas qu'il y aurait 3-0 pour la Roma. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais quand tu dis c'est inexplicable... Mais une fois que tu as vu le match, oui, mais en avant-match, comment tu veux prévoir que le Barça va livrer un match pareil? C'est juste ça que je dis. Évidemment, sur les matchs, ils ont rien fait, ils sont absents. Donc la qualif de la Roma est méritée. Mais à prévoir, c'est compliqué. Je reviens à une de mes lectures au moment où le Paris Saint-Germain, donc après le match perdu contre le Real, c'était Xavi qui était monté au secours d'Unai Emery, nous avait expliqué un petit peu la force du Real et par rapport à la force du FC Barcelone. Xavi nous avait dit ceci, on avait appris ceci: le Real peut ne pas bien jouer, mais le Real peut gagner.
Avec le Barcelone et avec le FC Barcelone de Xavi, incarné par Xavi, le Barça est obligé pour gagner de bien jouer. Est-ce que déjà, donc par rapport à cette lecture de Xavi, il y avait peut-être une cote d'alerte qu'on n'a pas forcément donnée à nos téléspectateurs ce jour-là, mais avec cette lecture-là, est-ce que ça peut expliquer historiquement ce qui s'est passé ce soir? Je ne sais pas si ça peut expliquer ce qui s'est passé ce soir, mais historiquement, au moins dans l'époque moderne du football, le Real a toujours été une équipe, souvent été une équipe qui a une capacité de cynisme plus grande que celle de Barcelone. Tout à l'heure, on parlera de Valverde et du fait que peut-être aussi il est allé à rebrousse-poil de ce qui fait l'identité profonde de Barcelone dans le jeu. Mais moi, je rejoins Xavi là-dessus. Je pense que Barcelone, pour tout ce qu'il est, profondément, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de culture de club, Barcelone c'en est un. Et je pense que là-dessus, comparé au Real Madrid, c'est un club dont le jeu est moins cynique. Et le Real Madrid a déjà gagné des Ligues des Champions en étant très mauvais. J'ai pas vu Barcelone gagner une Ligue des Champions en étant mauvais. Il y a X-Foot, je vous fais réagir parce que voilà, comment borner, comment placer cette soirée qu'on est en train de vivre. Attendez, parce que il y avait une réflexion qui était intéressante. On parlera du pénalty accordé par Clément Turpin, mais... Turpin, c'est pas lui qui le siffle. Hein. C'est son assistant qui est derrière qui lui signale. Nous assistons ce soir à un exploit exceptionnel qui rentre... Nous assistons ce soir à un exploit exceptionnel qui rentrera dans l'histoire du football italien. Comme ce qu'il faut on peut le dire. Même, pardonnez-moi, c'est pas le foot français, c'est le foot italien. Donc habitué quand même à gagner des Coupes d'Europe. Sortir quand même mais habitué à remonter 3 buts au Barça, ça c'est pas la même chose. C'est la Roma, là, on parle pas de la Juve, on parle même pas de l'Inter ou du Milan de la grande époque. On parle de la Roma, qui certes a été un finaliste de la Ligue des Champions il y a très longtemps. À l'époque où ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions, contre Liverpool d'ailleurs. Mais c'est pas une équipe habituée à ce genre d'exploit. Voilà, tout simplement. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est-à-dire qui commence en 1992, c'est la première fois qu'ils atteignent les demi-finales. Première fois en 5, le Barça est éliminé donc en phase d'élimination directe après s'être imposé au moins par 3 buts. C'est une manière de répondre à l'exploit un des exploits du foot italien, parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ok, il y a un truc à signaler, c'est que si les résultats de demain se confirment, c'est-à-dire si le Bayern et le Real se qualifient, on aura donc un club allemand, un club anglais, un club italien, un club espagnol, et que la grande probabilité, si l'OM malheureusement se qualifie pas en Europa League, c'est qu'en demi-finale, on ait un club allemand, un club anglais, un club espagnol, un club italien. Un duplicate. Voilà. Un duplicate entre la C1 et la C3. On revient sur le tweet qu'on avait laissé passer. Regardez, il faut féliciter Clément Turpin pour son excellent arbitrage. Il a su siffler pénalty contre le Barça, c'est Anthony Larchet. Correction du président Johan Miko en disant non, son assistant qui lui a signalé qu'il y avait éventuellement faute. Alors attention. Penalty pour l'heure, en faveur d'un adversaire du Barça, c'est assez exceptionnel. Et on n'était pas tout à fait d'accord avec la lecture de cette action, avec notre président Johan Miko. Il y a un duel entre Piqué et Dzeko. Moi, je vois un penalty donc évident pour la Roma. Vous êtes, Jo, un peu plus pondéré par rapport au jeu de corps et par rapport au duel qu'il y a entre Dzeko et Piqué. Dites-nous, racontez-nous pas tout de suite les images. Il y a faute de Piqué sans problème. Mais pour moi, il y a une faute de comment il s'appelle, de Dzeko avant. Il lui arrache le maillot, mais bon, après c'est un jeu de corps, ça se siffle pas, mais c'est vrai que derrière, il y a faute de Piqué sans hésitation. La première faute est de Dzeko. Moi, sur l'image, je vois que Dzeko attrape le maillot de Piqué. Après, pardon, mais si, éventuellement, si la Roma n'avait pas obtenu le pénalty, ça aurait pas non plus été un scandale, Jo. Non, mais s'il n'obtient pas le pénalty, s'il faute sur Piqué. Ouais, d'accord. À partir du moment où la première est de Dzeko. Donc après, la deuxième, s'il l'a pas vue, ou s'il considère qu'il n'y a pas faute, il doit siffler. La deuxième, oui, forcément, il y a pénalty. Jo, maintenant, vous avez donné votre avis. Tu regardes la main de Dzeko sur le maillot de Piqué. Oui, mais on va regarder et on va donner la parole à notre chirurgien de l'image, Olivier Rouillet. Non, mais vu que c'est court, vu que c'est court, tu regardes juste la main de Dzeko sur le maillot de Piqué. On a 19 secondes. Oui, d'accord. Chouf sur la main de 14 secondes, le grand format je n'ai pas vu, moi, cette faute de la main de... Il est comme ça. Oui, allez-y, mon petit, vous étiez un attaquant, vous étiez un crevard, c'est lui là, le premier. Oui, non, mais ça, il n'y a pas de problème. Qui prennent appui sur Piqué, mais ça... On n'a pas un gros plan large. Non, mais ça fait rien. Là. Oui, d'accord, mais bon, ça, c'est toujours ce qui arrive. Alors, d'accord.
Je sais pas, c'est comme Silva quand il... Non, mais c'est comme Silva quand il frappe, puis l'autre il prend le ballon de la main. Mais il prend de la main. Mais ça, tu sais bien. Mais non, mais d'accord, mais il y a faute quand même. Attendez, laissez, parce qu'il parle de mauvaise foi. Il le recule comme ça sur 3 mètres. C'est automatiquement, quand on est attaquant, défenseur, tu as vécu ces situations comme moi. Olivier, excusez-moi en régie, je suis désolé, je fais à la réalisation. Est-ce qu'on peut mettre le plan à deux entre Bertrand Latour et Olivier Rouillet? Voilà. Vous allez faire Dzeko et vous allez faire Piqué. Oui, non, mais il y a aucun problème. Là, vous êtes Dzeko. Mais quand on est dans un jeu de corps à corps, le parterre, quand on est corps à corps comme ça, qu'on se pousse, qu'on se tire un peu le maillot, la réciprocité est la même. Le problème, c'est qu'ensuite, Dzeko il lâche et que Piqué il l'emmène, il le tient. La différence c'est que Piqué il l'emmène carrément avec la main et qu'il le jette au sol. Mais oui, mais parce que c'est... Alors donc... Non, la faute de Piqué, pour moi, elle est au pied. Au pied, oui. Parce que si tu il l'emmène avec sa main. aussi. Oui, d'accord, mais si tu signales la main de Piqué, que l'autre il lui arrache le maillot et que tu l'amènes avec, c'est normal que le mec il lui mette la main, il essaye de la sortir. Sans déconner, les gars, vous voulez pas faire deux fois le tango là? Non, c'est bon. Bref, il y a pénalty. Oui. Voilà. Ok, mes petits. On va passer. Et donc, il n'y a pas de complot sur le Barça, les gros fantasmes que certains véhiculent, parce que là, c'est à qui ça profite? À la Roma, je crois pas que la Roma, ce soit un des ténors du foot européen. Et le jour où... on nous a expliqué beaucoup. L'arbitre a décidé ça. Non, mais d'accord. Non, mais sauf qu'il y avait une petite musique ces derniers temps qui consistait à dire que chaque fois qu'il y avait un match du Barça, il y avait soit un péno pour eux, soit on refusait de leur siffler des pénaltys parce que les arbitres avaient des pressions monumentales, que c'était arrivé soi-disant au PSG, à Chelsea, etc. La preuve, là, ils se font sortir par la Roma. Il y a un pénalty à siffler, il a été sifflé, et il n'y a pas de souci, voilà. Ouais, mais ça, c'est... Il faut dire pour tous les attaquants, tous les attaquants, n'hésitez pas à arracher les maillots des défenseurs parce que normalement ça se siffle pas. Non, et surtout que si après il n'y a pas de mauvaise foi du tout. Mais quoi, tu me dis il n'y a pas faute. Donc tu me dis que si après par contre il vous touche les pieds, tombez. Non, très bien. D'accord. C'est pas ce qui s'est passé. Non, t'es pas bon. Il s'est pas passé ça. Non, t'es pas bon. Arrête. Ok, mes amis. On les a perdus. Et adios Valverde, Ernesto Valverde. Vous allez vite, hein. Peut-il survivre à cette élimination? Est-ce qu'on peut poser la question? On va vite. C'est juste la 3e année consécutive qu'ils se font sortir en quart de finale. Pour autant, Luis Enrique n'a pas été viré en 2016. Il a fallu que, en 2017, il est parti. Ça fait 3 ans de suite. Je pense que les dirigeants catalans, ils devraient se poser la question de savoir pourquoi ça fait 3 années de suite qu'ils se font sortir en quart de finale. C'est pas de la faute à Valverde. Il y a quand même une équipe qui commence à vieillir. Messi va avoir 31 ans, Iniesta doit être à 34. Busquets c'est plus très jeune non plus. Je pense qu'il ferait bien de faire un petit au niveau des cadres là. Je sais plus quel âge a Piqué, mais il doit plus être tout jeune non plus. On peut aussi dire il y a Semedo, il y a Umtiti, ils ont pris Dembélé, ils ont qui joue pas, Coutinho. Oui, non mais ce que je veux dire, c'est que si tu vires Valverde, tu mets qui? Tu mets qui l'année prochaine à la place de Valverde? Emery, d'accord. Non, je sais pas. Non, mais oui, on a le droit. C'est pas vieux, 31 ans. 31 ans, c'est pas vieux quand même. Et on voit Ronaldo qui marche sur l'eau depuis à 33 ans. Donc surtout que Messi joue à un certain rythme. C'est aussi parce qu'il joue à un rythme. Ronaldo, c'est autre chose. Mais c'est autre chose que Messi. C'est autre chose que quoi? Mais il y a l'entretien de son corps. Non, mais c'est autre chose. Comme vous dites, c'est vrai que Messi fait quasiment la meilleure saison de sa carrière. C'est un boudin en fait. Il est pas, quand tu lui enlèves le maillot, tu vois pas les abdos, tu vois pas la préparation. Mais rappelle-toi qu'il a eu besoin de Ronaldo, pourquoi est-ce qu'il est aussi? Ronaldo, pour en être au point où il en est aujourd'hui, c'est parce qu'il a une équipe qui est derrière et qui tient aussi la route. Là, aujourd'hui, l'équipe, tu l'as dit toi-même au départ, que si lui, il n'est pas présent, il n'y a plus d'équipe dans ce Barça. Bien sûr. Donc c'est pas la même chose que quand tu as une machine de guerre et que tu as un joueur comme Ronaldo qui est devant et qui enquille les buts, que le Barça d'aujourd'hui. C'est une vraie question, parce que quand même, pour moi, celle-là, elle est pour lui. Pour moi, je ne la prends pas. Les autres, peut-être d'avant, moins. Mais là, quand même, quand tu vois que ton équipe prend l'eau comme ça et que tu ne réagis pas, ou à la 80 ou je sais pas combien... J'ai le coaching de Valverde. Qui sort 81e minute, c'est Andrés Gomez qui rentre à la place d'Iniesta. 80e minute, on est à 2-0. Voilà. 82e minute, le but de Manolas, d'accord. Et alors là, panique à bord. 85e minute, Busquets sort, Alcacer rentre. 85e minute, c'est Dembélé qui rentre à la place de Semedo. Voilà. Non mais tu le vois, que quand ton équipe elle est pas bien et que tu vois que ça ne va pas, que tu n'arrives plus à sortir de l'eau, je crois que même à un moment donné, la Roma avait un pourcentage de possession plus élevé que le Barça, c'est que ça va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Et tu ne changes rien jusqu'à ce
que tu prennes la gifle. Donc on a commencé, excusez-moi, parce que je fais juste un court résumé en disant non, Valverde, vous m'avez dit Thierry, et la première réponse, c'est un peu hâtif, ça fait depuis la 3e année consécutive qu'ils sont sortis en quart de finale, il y a peut-être un vieillissement des câbles, on a commencé à avoir un échange, c'est pas marrant. Et tout d'un coup on arrive sur les choix. Mais les choix de Valverde. Mais au-delà de ça, moi je suis pas à dire il faut le virer. Non, mais celle-là elle est pour lui. Ouais, mais oui, peut-être. Est-ce qu'on a le droit de dire que, par exemple, peut-il survivre à cette élimination qu'on ne le souhaite pas? Moi, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas de mal à ce monsieur. On parle de l'avenir de coach du Barça. Moi, ce que je dis, c'est que tout à l'heure, on parlait un petit peu de ce qu'incarne Guardiola. On était tous d'accord là-dessus. C'est la même question. C'est la même question pour Guardiola. Sur Guardiola, qu'est-ce qu'il incarne et qu'est-ce qui, au-delà des résultats, qu'est-ce qu'il apporte au football? Moi, je considère que pour le coup, Valverde à Barcelone, donc je labellis, je circonscris le truc, mais Valverde à Barcelone, au-delà des résultats, qu'est-ce qu'il a apporté au football? Moi, je considère que cette année, et c'est la première année, peut-être que ça m'arrive, je m'ennuie ferme devant les matchs de Barcelone. C'est-à-dire que le Barcelone de l'aller, le Barcelone-Roma de l'aller, je l'ai regardé, au bout d'une heure de jeu, j'avais envie d'éteindre. Ouais. Ce que je veux dire... Il était tard. Peut-être, mais si on m'affole, je tiens le coup, moi. Ce que je veux dire... Voilà, je te trouve un peu lent. Non, ce que je veux dire, c'est que de la même façon que Xavi a dit, et je trouve ça très pertinent, que Barcelone n'a pas le droit, en quelque sorte, de mal jouer, parce que c'est par ça qu'il survit, et ben je trouve que cette année, c'est bien fait. Dans ce cas, il fallait pas le choisir. C'est ce que je veux dire. Parce que moi, c'est choisi, on y va. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que on peut pas limiter la saison du Barça à ce match où il passe totalement à travers, dans la mesure où c'est tellement en fait, le 8e, c'est pareil. C'est tellement gonflé que ça reflète pas ce soir le niveau du Barça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais moi, je n'aime pas le jeu qu'a produit le Barça tout au long de la saison. Je partage tout ce que tu dis de A à Z. Je me suis beaucoup ennuyé à voir le Barça. Je trouvais que ça tenait beaucoup sur Messi. Donc Valverde dehors. Ceci étant dit, ils vont être champions d'Espagne et c'est pas le cas toutes les années. C'est compliqué de l'être. Le Real est très très loin. Ils avaient un bilan en Ligue des Champions qui était excellent de la mesure où ils ne prenaient pas de but. Ils étaient en quart de finale et jusqu'au match aller, c'était sur un boulevard pour arriver quand même en demi-finale. Donc Valverde, ils l'ont choisi en connaissance de cause. Ils savaient bien que c'était pas Guardiola, que ça allait pas être un jeu mirifique qui allait être produit par leur équipe. Donc c'est dans la mesure où tu l'as choisi pour ces raisons-là. Faut pas l'enlever après la première année qui sera une saison entre mitigée et bonne. Olivier, trop neutre sur ce débat de Valverde. Qu'est-ce qu'on fait avec Valverde? Merci. Moi, j'ai pas d'avis parce que je suis un peu d'accord avec tout le monde sur le fait qu'on s'ennuie avec le Barça. Moi, ce qui me gêne le plus, la grosse différence qui me gêne, par exemple, entre le Real et le Barça, c'est que j'ai le sentiment quand même de voir que le Real, est une équipe de caractère. Qui a des hommes qui sont capables de réagir. Là, dans ce qu'on a vu ce soir, vous l'avez dit, mais non, il n'y en a pas. Oui, je trouve trouve pas. Dans cette équipe. Vous avez des personnalités techniques, mais on n'est pas de personnalité de caractère. Moi, je ne pouvais pas dire que Busquets, que Bale, que Messi. Non, Messi en caractère, mais non. Non, mais Busquets avec tant d'années de plus, Iniesta avec tant d'années de plus, Messi avec tant d'années de plus. Mais Messi, Thierry, un truc, je comprends pas le procès de Messi. Messi, il fait la je te dis qu'il joue blessé. Je te dis qu'il joue blessé. Tu dis qu'il a 31 ans, il fait la meilleure saison de sa carrière. À la trêve internationale, il n'a pas joué les 2 matchs contre l'Argentine. À ton avis, pourquoi? Et alors? Ah bah tu joues blessé, toi, pour toi c'est pas un problème. Ça explique pas sa performance de ce soir. Tu peux avoir une lecture différente de se dire il a été mis au repos pour pouvoir être frais dans ces matchs-là. Moi je vois Messi c'est pas le cas. Le week-end dernier il marque un triplé, il a 31 ans, on me dit Messi à 31 ans il est moins bon qu'avant. Il est exceptionnel. Vous voulez pas qu'on aille faire un tour depuis qu'on vous laisse tout seul là et puis qu'on s'en aille? Non, il y a Olivier Rouillet qui vient de se réveiller. Attention, c'est parti. Le constat qu'on peut faire pour Valverde qui est terrible pour lui, c'est que il me semble-t-il que quand on vient entraîneur d'une équipe, même celle du Barça, il raisonne plus à Barça, il y a une histoire. Et je trouve que lui, il a contre-temps de l'histoire du Barça au niveau du jeu. Et ça coûte cher. Eh bien moi, je vais vous dire, celui-là, dehors. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Ça fallait pas l'énerver. Il est en l'encontre de l'histoire du Barça. Et vous le dites tous, on s'ennuie. Et on va passer à autre chose. Et puis voilà. Dans ces clubs-là habitués à la gagne, avec des standards extrêmement hauts,
toute défaite comme ça qui peut paraître voilà, contre le cours des événements, contre le cours d'une saison, est-ce que c'est mortel pour un entraîneur? Non mais en fait, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que chaque fois qu'il y a un grand club qui perd, il faut virer l'entraîneur. Mais le Barça, il gagne pas la Ligue des Champions tous les ans. Le Real, ils l'ont gagné 2 fois de suite, mais il y a eu des moments où c'était dur. Le Paris Saint-Germain, ils pourront pas la gagner tous les ans si un jour ils y arrivent. Le Manchester City, il faut une saison incroyable, c'est génial. Il passe à travers, tu fais quoi? Tu viens Guardiola ce soir? Non, justement. Non, mais non, mais sur Guardiola, on peut critiquer Guardiola, mais c'est un peu embêtant dans ça, dans ses arguments. Ce qui est et on fait un constat. Regarde bien Bertrand. Mais le constat, il est clair. Ça veut dire que là, tout d'un coup... Alors certes, le Barça va être champion, parce que le Real a eu un début de saison totalement catastrophique. Donc le Barça va être champion. C'est vrai qu'on s'ennuie, mais là, tu te fais éliminer en huitième de finale, en quart de finale, pardon. Tu prends 3-0. Oui. Mais Olivier, non mais laisse-moi terminer, j'ai compris, vas-y. Tu n'as rien démontré, tu n'as rien montré. C'est quand même grave. Et qu'est-ce qu'on dit pour Guardiola donc? Parce que c'est la même chose. Guardiola, tu t'es régalé toute la saison, on t'arrive en quart, tu te fais éliminer. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Il y a une différence, tu viens de le dire. Très bien. Tu t'es régalé avec Guardiola. Chose que tu ne fais absolument pas avec Valverde. C'est important. Surtout dans ce club-là, la question se pose par rapport à ça. C'est au-delà de l'élimination. Si, c'est une vraie claque. Mais c'est comme ça se passe depuis le début de l'année. C'est pas un grand Barça, c'est pas flamboyant, on l'a répété plusieurs fois ici. Il y a moins de monde au stade, il le disait. Mais c'est ça, tu marques moins de buts, etc. Mais c'est champion d'Espagne. Oui, mais bon, c'est champion d'Espagne. Mais c'est champion d'Espagne. Comme l'a dit Olivier aussi, les deux mais je suis d'accord. De Madrid ont mal démarré, donc ils ont permis. C'est vrai. Ils font un championnat extraordinaire. Ok. Mais tu vois, quand Guardiola s'est fait éliminer en demi avec le jeu qui prônait avec le Barça, même s'il se fait sortir en demi, tu remets pas tout en question. Là, je pense qu'ils vont se poser la question. C'est ça, parce qu'il est dans le vrai en fait, c'est ça. C'était quand ils sont sortis en 2010 en demi-finale, ou en 2012 en demi-finale toujours. Le résultat, il est contraire. Mais la trajectoire globale, ils sont dans le vrai, ils sont dans quelque chose qui ressemble à l'âme, qui ressemble à ce qu'est le football. Là, pas du tout. Ça ne tient que sur les résultats. En même temps, je suis d'accord avec tout ce que vous venez dire. Il le fait pas. Dave, mais la question qui se pose maintenant, si tu vires Valverde, moi je veux bien. Mais vous mettez qui? Vous mettez qui? Ah bah oui, Xavi. Il doit y avoir du monde. Laurent Blanc nous propose, Laurent Blanc sur le marché, Lolo White. D'ailleurs, on a un petit écho à vous faire. Ce soir sur OLTV, Jean-Michel Aulas a parlé de l'éventuelle succession de Bruno Genesio. Jean-Michel a dit, bon, Bruno Genesio, on n'a pas forcément encore pris la décision, mais a lâché l'idée, peut-être, qu'il ne lui déplairait pas d'avoir Laurent Blanc donc, sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Ça fait plus d'un an je connais Laurent Blanc, je l'apprécie, je le cite, et en plus j'aime bien son agent, Jean-Pierre Bernès. Ça fait un an, voilà. je pense. Valverde s'apprête quand même à faire un championnat invaincu. C'est Karim, c'est vrai, oui. C'est ce que je viens de dire. Il y a un moment, on ne peut pas faire le procès de Valverde. Alors si on fait le procès de Valverde, qui va être champion d'Espagne et qui est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, on va à ce moment-là aussi faire le procès de Guardiola, qui va être champion d'Angleterre et éliminé. Parce que dans un cas, tu vas pas arriver, Guardiola. Désolé. Oui, la théorie du jeu, je veux bien. On fait la même chose avec Emery. C'est pareil avec Emery. Mais tu as raison. C'est exactement la même chose avec Emery. Emery qui va faire le triplé. Vous voulez virer tout le monde. Qui va. À chaque fois, vous voulez virer tout le monde. À part le Bayern, et peut-être on va attendre le match de demain, à part le Bayern, tous les champions nationaux n'iront pas plus loin que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais on ne fait pas le procès, on explique aussi par rapport au contenu qu'il y a un truc qui ne va pas avec le club. Mais on est d'accord. Ok. J'ai peut-être un point de liaison entre ce qu'on se dit ensemble. On a dit que Valverde avait constitué une équipe, un Barça, plus équilibré. D'accord? Moins flamboyant, moins joueur et tout ça. On est tous d'accord. S'il a fait ce constat-là, s'il a fait cette correction-là par rapport au Barça, et là c'est peut-être là on peut rejoindre Thierry, c'est que finalement il a voulu préserver ses cadres, les Busquets, les Iniesta, qui ont peut-être un peu moins de rendement. Donc finalement, il a fait une synthèse en ne tranchant pas forcément avec les cadres du vestiaire, mais en aménageant peut-être une équipe autour de ces cadres vieillissants. D'où finalement un Barça équilibré. Non, mais arrêtez de dire que c'est vieillissant cette équipe. 30 ans, c'est vieillissant de quoi? Iniesta, il est un peu plus... J'accepte Iniesta. Iniesta. Pas Messi. Iniesta, je l'ai trouvé royal en sélection. J'ai trouvé royal, Iniesta en sélection. Oui, dans une équipe dominante. Ils ont le droit d'essayer de reproduire la même chose. Ils ont acheté Coutinho. Il sert à quoi Coutinho? Non, mais il faut que je parle des champions. Je parle en championnat. En championnat, tu t'ennuies même avec Coutinho. Le Real Madrid est vieillissant, alors. Parce que t'as quand même Ronaldo, il a 33 ans. Ramos, il a quel âge? Modric, je pense qu'il est au-dessus de 30.
Après, tu peux citer d'autres, je ne vais pas tous citer, Marcelo, je ne sais pas. Faut pas oublier un truc. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge. Faut pas oublier un truc. Avec excusez-moi, je me suis mis dans la peau de Valverde en disant je ne peux pas virer Iniesta, je peux pas virer... Mais on lui a quand même ôté au dernier moment Neymar, Valverde. Ça, je suis désolé. Oui, ça change un peu. Ah ben, ça change un peu. Ça change un peu au dernier moment. Pas au mois de juillet, avant qu'il arrive. On lui ôte Neymar à la fin du mois d'août. Et ben derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire avec Paulinho, il va faire avec Dembélé, qui se blesse tout de suite. Pendant plusieurs mois. C'est vrai qu'il a réadapté son système en 4-4-2 par rapport à ce qui est arrivé cet été. Exactement. Voilà. Juste un petit détour du côté des Pyrénées avec la une sur le site de Marca, donc quotidien espagnol mais quotidien de Madrid. La caïda de l'Imperio, donc la chute de l'Empire du Barça. Voilà. On aime un peu railler évidemment. C'est un quotidien madrilène, vous l'avez dit. Messi contre le Ballon d'Or. Bah oui, c'est un feuilleton qu'on reprend ce soir. La question est de savoir si le Barça donc est éliminé. Est-ce que c'est donc un peu trop tôt ou trop tôt pour dire que Messi ne gagnera pas le Ballon d'Or France Football cette année? Oui, c'est trop tôt. Je vais vous répondre clairement. Si Messi est champion du monde avec l'Argentine, il sera Ballon d'Or, point. Voilà, j'irai pas plus loin. Ouais, d'accord. C'est exactement ça. La Coupe du Monde. Il perd des points quand même. Il perd des points. Oui, dans la course. Mais sachant que c'est comme un tournoi du Grand Chelem, la Coupe du Monde. C'est-à-dire quand tu le gagnes, tu prends 3000 points d'un coup. Enfin. Sur les chances de l'Argentine de gagner la Coupe du Monde maintenant? Limité. Donc c'est ce qui fait la difficulté de la tâche pour Lionel Messi. Après, tout dépend aussi qui gagnera la Ligue des Champions, qui gagnera la Coupe du Monde aussi. C'est un paramètre. Il y a différents paramètres, mais la saison de Messi, elle est juste absolument monstrueuse. Il y avait les statistiques tout à l'heure qui se sont affichées. Il a marqué 47 buts, je crois. Il est largement devant tout le monde. Il a, au-delà des stats, une influence mais considérable dans le jeu, peut-être comme il ne l'a jamais eu non plus. Juste une précision importante. Le Ballon d'Or, c'est l'élection, elle est du mois de janvier au mois de janvier. Elle est sur une année calendaire et pas sur une saison. Cristiano Ronaldo, depuis le mois de janvier, regarde les statistiques, c'est absolument monstrueux. C'est au-dessus de tout le monde, c'est au-dessus de Messi, c'est au-dessus de tout le monde. Mais largement. Donc au mois de janvier, c'est de janvier à novembre. C'est important. Je suis désolé, vous faites partie de la rédaction de France Football, Dave et Thierry. Là, c'est vraiment sur les statistiques où il y a, depuis que le Ballon d'Or est revenu dans sa maison mère, il y a aussi le palmarès qui rentre en compte. Non, alors c'est statistique. Ça a toujours été. Non, mais ça, on est d'accord, mais on parle des temps de passage. Il y a le nombre de buts de Ronaldo, qui est faramineux, on l'a dit. Il y a les buts de Ronaldo. C'est-à-dire que là, c'est des buts en Ligue des Champions. Et quel but le ciseau, là, il est rentré, ça va être quand même un des moments forts de la saison, mine de rien. Donc voilà, si on doit évaluer les temps de passage, là, pour l'instant, Ronaldo, il est loin devant. Mais, effectivement, il y a la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça peut même réhabiliter Neymar. Mais franchement, pour parler de Messi, donc maintenant, la pièce est sur Messi, donc sur l'Argentine en Coupe du Monde. Vu les matchs qu'on a vus de l'Argentine, vu les problèmes défensifs, je vais même faire un parallèle avec l'autre match qu'on a vu ce soir avec Otamendi, qui était en défense centrale, qui est défenseur international de l'Argentine. Si l'Argentine gagne la Coupe du Monde, alors moi, je remets tout de suite, je remets tout de suite le Ballon d'Or à Messi. Là, il n'y a aucun problème. C'est pas plus incroyable à imaginer que la Roma soit dans le dernier carré de la Ligue des Champions non plus. Je veux dire, à partir du moment où il y a Lionel Messi dans l'équipe déjà. Voilà, donc faut être bon sur un mois. Voilà. Cette année, c'est quoi? Cette année, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde ou c'est la Ligue des Champions? C'est les deux. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple que je cite souvent. Et je l'ai dit, je ne sais plus à qui, il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. Je lui ai dit, il y a un moment, celui qui va déboulonner Messi et Ronaldo, c'est peut-être quelqu'un à qui on ne pense pas aujourd'hui. Et j'ai pris un exemple. Imaginez que le Real soit champion d'Europe, gagne la Ligue des Champions, et que l'Espagne soit championne du monde. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un garçon comme Sergio Ramos pourrait pas être élu Ballon d'Or? Oui et non. Voilà. Non, oui et non, parce que... moi, je dis qu'il y a une pièce à mettre. Oui et non. Ça serait un troisième. Au niveau du palmarès, il y aurait qui de mieux, franchement. Non, parce que, écoutez, spontanément... C'est capable de marquer des buts. Spontanément, lorsque je vous ai posé la question, Bertrand et Thierry, et il y a peut-être Dave qui est arrivé, et qui m'ont retartiné au niveau des statistiques, les buts, les passes décisives et tout ça. Ramos, il n'est pas invité. Il n'est pas invité dans il est invité. Non, mais il y a les trophées qui comptent. En 2006, Cannavaro, il est invité. Cannavaro, mais il n'y a personne à côté.
Eh oui, mais il n'y a personne à côté. En 2006, c'est une plaisanterie, les gars. C'est Zizou qui doit l'avoir. Et après, il n'y a personne. Mais très franchement, je pense, compte tenu de l'importance que peuvent avoir les deux titres aujourd'hui, qui sont quasiment juntos, comme disent les Espagnols, c'est joint. Si un joueur gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, je ne vois pas aujourd'hui qui peut empêcher ce joueur d'être Ballon d'Or. Et d'autant que Ramos... Voilà. Il peut même marquer dans les finales. Mais oui, c'est ça. Il l'a déjà montré. Mais oui. Il l'a montré. Voilà. C'est un taulier. C'est lui le but égalisateur contre l'Atlético Madrid. Il l'a fait je ne sais combien de fois dans les grandes occasions. Un Ramos qui marquera en finale de Ligue des Champions et qui éventuellement serait champion du monde en étant royal. Et tout. Non, mais je veux dire, c'est pas complètement... Qui se détache dans l'équipe nationale d'Espagne? Quel joueur vous détacheriez des autres? Il n'y en a aucun. Isco, Ballon d'Or. Alors là, mais on part de très très loin. On part de très très loin. Franchement, Sergio Ramos, si je ne m'abuse, il termine 5e l'année dernière au classement du Ballon d'Or. Mais j'ai suivi pendant un mois. Donc, Olivier Rouillet, pas convaincu, mais il est là. Non, si, je vous écoute, mais tout en vous écoutant, je regarde le jeu. Non, je voulais savoir s'il n'était pas trop vieux, Sergio Ramos. Sergio Ramos, ça va. Sergio Ramos, 32, ça va. Ça serait bien d'ailleurs. C'est plus jeune que 31. Il n'a jamais semblé aussi fort et il est l'incarnation de quelque chose. Est-ce trop tôt pour dire que Messi ne gagnera pas après sa déviée sur Sergio Ramos? Est-ce que vous êtes comme votre ami Michel Platini? Michel Platini, moi je me souviens un jour en marge de la cérémonie du Ballon d'Or, alors qu'il était encore donc président de l'UEFA, en disant bon franchement l'idée une année c'est Messi, de l'autre c'est Cristiano, machin et tout ça, ça le gavait. L'idée d'ouvrir pour vous un troisième, enfin. Mais je pense que l'exemple Sergio Ramos, moi, me remplirait de bonheur, parce que vraiment c'est quelqu'un qui moi m'impressionne et lui aussi a un âge qui commence à être certain. Et je trouve, oui peut-être, mais en tout cas ça serait une grosse satisfaction pour lui et ça serait une très très belle. Si le Brésil est champion, et au moins ce qui serait bien, parce que c'est vrai, moi ce qui me gaffe toujours, parce que moi je suis pas trop statistique non plus, mais c'est vrai, on est toujours là-dessus. Ah oui, mais non, mais enfin quelqu'un qui est hors statistique, pardon, et qui se retrouve... Et qui est au-dessus du niveau. Gagnant statistique. Je suis d'accord. Gagnant la Ligue des Champions et être champion du monde avec l'Espagne. Parce que l'Espagne est une équipe qui est, à mon sens, très forte. Olivier, avez-vous un statistique. Ça vous va? Statistique, là. Allez, laissez-moi tranquille. Rappelons quand même l'esprit de ce Ballon d'Or. Moi, je me souviens d'une interview de Sébastien Tarago, donc dans l'équipe enquête, Jacques Ferrand. À l'époque, le Ballon d'Or, oui, vous inquiétez pas. À l'époque, le Ballon d'Or, la cérémonie du Ballon d'Or, c'était pas du tout pour récompenser le numéro 1 mondial, le meilleur joueur du monde. C'était pour, finalement, distinguer un joueur qui avait fait quelque chose d'extraordinaire dans l'année. Est-ce que depuis 1956 et cette année, depuis ce Ballon d'Or a été un peu dévoyé de son origine. C'était simplement pour distinguer, pas pour dire que tu es le numéro 1 mondial et tout ça. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre dans un sport co. On est sorti un peu de ça. Vous voulez parler des années FIFA, Ballon d'Or FIFA? C'est ça. Oui. Alors il y a ça qui a changé beaucoup de choses, puisque le partenariat avec la FIFA a fait que l'ère Messi-Ronaldo, qui, je vous le rappelle, si le Ballon d'Or était resté France Football, aurait été, j'allais dire, partiellement brisé, parce que Wesley Sneijder aurait été Ballon d'Or en 2010 et Franck Ribéry en 2013. C'était pas tout à fait la même chose. Il n'y aurait pas eu cette continuité, ce règne, cette hégémonie qui dure depuis 10 ans. Par ailleurs, le Ballon d'Or, faut jamais oublier une chose, a toujours récompensé des joueurs qui gagnaient, mais pas que. En 1974, Beckenbauer est champion du monde avec l'Allemagne, champion d'Europe des clubs avec le Bayern, et c'est Cruyff qui est sacré Ballon d'Or. Donc, pas que. Oui, le palmarès joue un rôle énorme, et de plus en plus. Oui, les nombres de buts jouent un rôle important, mais pas que. C'est pour ça, je ne vais pas me faire le militant de Sergio Ramos, mais je trouve que ce serait un vrai beau Ballon d'Or. Ok. Voilà. Et Salah, tiens, il faut ajouter Igno derrière pour être Ballon d'or. Donc Salah, il est égyptien, donc pas invité, c'est ça? C'est ce que nous dit Karim. Messi. C'est un joueur formidable. Mais pour le coup, moi je rejoins ce que dit un peu Karim en sous-texte. Je trouve que d'une manière générale, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on n'en fait pas beaucoup, je trouve,
sur Mohamed Salah, parce que c'est sans doute moins sexy de valoriser un joueur égyptien qu'un joueur brésilien, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec du racisme ou quoi que ce soit. C'est simplement que quand c'est Coutinho qui fait la même chose que Salah, je trouve que la répercussion médiatique, et pas qu'en France d'ailleurs, partout, n'a rien à voir. Et la saison de Salah, bon, évidemment qu'on parle, il y a des articles qui sont faits, mais elle est juste démentielle. Oui, et ce soir encore, c'est fabuleux. Elle est exceptionnelle. Et on fait pas des non, mais le truc qu'il y a, le problème de ces joueurs qui font des années exceptionnelles aussi, c'est qu'en face, il y a deux qui font toujours depuis 10 ans les mêmes années. Donc forcément, ils ont un pas d'avance sur Neymar, ces joueurs-là. Oui. Mais ça Neymar, il arrive à exister aussi parce qu'il est brésilien. Pardon Neymar, il existe encore peut-être davantage parce qu'il est brésilien. Il y a prime à la sélection et dans le match dont on parlait là, Roma-Barcelone, les Brésiliens, il y a du talent. Zeko, qui est un attaquant formidable, vous pouvez regarder les statistiques, c'est à chaque fois c'est inattaquable. S'il est argentin, peut-être qu'on en parle un peu plus. Il est que bosnien. Non mais comme tu dis, c'est des joueurs, Salah, je veux pas rien à dénigrer, mais il vient de Rome et il est passé à Liverpool. Liverpool qui n'était pas non plus sur le sommet de l'Europe. Faudrait le voir au Real. Voilà, alors que Neymar est quand même à Barcelone, le mec il flambe à Barcelone, donc forcément tu en parles beaucoup plus. Là tu parles plus de lui parce que Liverpool marche un peu mieux. Quoi. Ok mes amis, on fait un petit saut de puce du côté de City-Liverpool. On avait mis une piécette pour ce match sur la chaîne d'équipe en pensant éventuellement que City allait renverser la montagne rouge de Liverpool. Il n'en a rien été et pourtant, après moins de 2 minutes de jeu, vous voyez le chrono, 1 minute et 57 secondes, c'est Gabriel Jesus qui profite d'une passe de Sterling. On se dit que tout est possible. Eh bien non. City va un peu plonger, piquer du nez. Salah, dont on parlait, égalise à la 50e minute. Une égalisation, c'est une d'élimination pour City, battu au match aller 3-0. Et puis Firmino sur une défense, Otamendi qui perd son duel. Enfin voilà. Guardiola avait été exclu à la mi-temps pour s'être remporté sur l'arbitre Matteo Laos. On aura d'ailleurs une petite réflexion là-dessus et un débat. Retour donc sur la sensation de la soirée. Le FC Barcelone est éliminé, donc sorti ce soir par la Roma. Pensez, match aller, le Barça avait gagné 4-1. Au retour, c'est la Roma donc qui gagne 3-0 et qui sort le Barça de cette Ligue des Champions. On a vu peut-être furtivement, je ne sais pas si vous avez monté l'image, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Ne balancez pas ça tout de suite puisqu'on a notre chirurgien de l'image qui va détailler. Qui va opérer. Umtiti dans le dur. Est-ce une soirée qui peut avoir peut-être pour lui des conséquences en bleu? Oui. Oui? Pourquoi? Non. Quelles sont les conséquences, professeur? Non. Non? Ah non? Oui? Non. Duel dans l'équipe du soir entre Bertrand Latour et Dave Apadou. Dave, j'aime bien qu'on se fait peur comme ça avec les Bleus. Vous avez donc la priorité. On y va, Dave. Oui, selon moi, c'est une soirée qui peut avoir des conséquences parce qu'elle fait suite à plusieurs soirées importantes où Umtiti est en grande difficulté. Et Didier Deschamps aime bien juger sur 2 critères, les matchs en équipe de France et les matchs en Ligue des Champions. Les matchs contre les Ghanéens, peut-être que ça l'intéresse un peu moins. Et en équipe de France, il a été en très grande difficulté. Et ce soir, dans un match où il était attendu, là aussi, il a failli, il a sombré. Et on le voit qu'il est clairement coupable sur le premier but. Il aura même plus les demi-finales pour se refaire. Donc oui, clairement, il perd des points par rapport à Koscielny. Oui, Bertrand Latour. Évidemment que c'est pas très bon signe, il aurait été mieux qu'il signe une énorme performance ce soir, mais je pense pas que c'est des conséquences directes pour l'équipe de France, et notamment sur sa place de titulaire en bleu. On a passé l'année jusque-là à répéter qu'il était devenu même un cadre au Barça, qu'il était étincelant. Ce soir, il est passé au travers. En équipe de France, il n'a pas été fabuleux non plus, mais il a quand même fait une grande saison. Je pense qu'il est peut-être aussi un peu perturbé en ce moment par son avenir et qu'il faut qu'il soit clarifié au plus vite. Koscielny, si c'était Beckenbauer, je pense qu'on se serait déjà aperçu en équipe de France. Voilà, une dernière méchanceté pour conclure ce duel. Non, mais c'est pas méchant. Qu'est-ce que ce serait si c'était méchant? Non, mais c'est pas méchant. Vous avez jeté juste un voile pudique sur la carrière de Laurent Koscielny. Non, mais arrêtez, c'était pas l'idée. Non, mais bon. Si vous l'enlevez, Umtiti, il faut bien mettre quelqu'un d'autre. C'est pas l'idée de départ, mais c'est l'idée d'arrivée. Dave, s'il vous plaît, laissez-moi faire mon métier, compte Twitter de l'équipe du soir. Jaune, peut-être oui, pour vous, évidemment. Voilà, on ne demande jamais un carton jaune pour son camarade. C'est 2 par contre. Et Par néanmoins, contre, tu balances dans ta prends. Là, il y a 2 balances. Non, je ne demande on pas. me dit que ça fait 2. Voilà, exactement. Tais-toi. L'élégant est précis. Là, c'est il y a de Monsieur Turpin. Voilà. Pour signaler le pénalty. Merci beaucoup. Donc qui vous a convaincu? C'est plutôt Bertrand, une soirée sans réelle conséquence pour Umtiti et pour finalement la fin de la saison en bleu. Oui, peut-être un peu d'inquiétude pour Dave Apadou. Allez, l'arbitrage du président Micou.
Merci, Jo. Non, je pense qu'il y a encore du temps et qu'il a montré une telle belle saison que rater, c'est vrai que ça fait 2-3 matchs, même voire un peu plus, où je le trouve pas au top. Et on en parlait tout à l'heure en off, c'est vrai qu'on avait évoqué le fait qu'il n'ait pas signé son contrat ou signé ailleurs, j'en sais rien, mais éclaircir son avenir. Et j'ai l'impression que ça le perturbe énormément. Voilà, parce que ce soir, il n'a pas été impérial. Pas tout comme son équipe, mais en général, même quand son équipe ne va pas trop bien, derrière, ils assurent. Et ce soir, il a raté son match. Rappelons que le foot, parfois, c'est aussi une affaire d'argent. José Mourinho, Manchester United, lui fait la cour, lui aurait proposé 9 millions d'euros net par mois. Ça fait évidemment réfléchir. Dit comme ça, oui, ça fait réfléchir. On vous propose, vous, 9 millions d'euros net par mois. Hein? Ouais, d'accord, je vous ai convaincu. Le chirurgien d'image est là sur le premier but, l'ouverture du score de Dzeko. Moi, ce qui m'a semblé bizarre, c'est qu'Umtiti, qui est très très fort sur l'impact, sur le duel, commence un moment à s'arrêter dans la course, comprend pas du tout la situation de jeu. Est-ce que vous avez en retard. Ouais, mais ça s'arrête, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'il arrête sa course. J'ai pas vu ça. Non, vous n'avez pas vu ça? Je l'ai vu en retard parce que comme je regardais aussi. T'as pas vu la main de Dzeko tout à l'heure sur Écoutez, tu regardais quoi? écoutez, je vais prendre votre place chirurgien de l'image. Vous allez Non, faire non, non, je suis bien, moi, là. Il est bien. J'ai l'impression qu'il a son petit coussinet, tout ça. Non, je suis bien. Il aime être à mes côtés. Mais il coupe son effort. Jo, vous avez vu l'action? Vous devenez chirurgien de l'image, voilà. Vas-y, On y va. Il va s'en apercevoir. Non, mais on lance les images. Jo, commentez. Non, mais là, son démarrage, il est là. Regardez, Et après, il repart, il est en retard. Ah oui, mais il est jamais à fond en plus. Non, mais il accompagne. Sur la passe, il accompagne, tu vois. Il fait le truc bien. Et après, là, d'un coup, il s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Il a peut-être cru qu'il n'allait pas contrôler le ballon, Dzeko. C'est quand même grave de faire ce pari-là. Non, pas du tout. Rien. Comme a dit, je suis d'accord avec quelqu'un qui anticipe bien les coups, qui voit bien, qui voit juste. Le départ déjà. Ouais, d'accord, mais s'il n'arrête pas sa course, je pense qu'il l'a. Parce qu'à la vitesse, à mon avis, il mange Dzeko, il est rapide. Non, mais Umtiti, je le dis en plus d'autant plus facilement que jusqu'à ce rendez-vous en équipe de France, moi, je défendais l'idée qu'il avait pris une dimension. Bien On sûr. disait quoi? On parlait de Marcel de Sailly. C'était un peu dur. Ouais, On disait Umtiti, il a un côté de Sailly. je suis d'accord, mais sauf que ça a été un naufrage en équipe de France. Vraiment, il était Non, un naufrage, non. Un naufrage, c'est trop dur. C'est vrai que... grosse difficulté. Voilà, il prend un petit bouillon. Derrière, tous les matchs qui ont été de niveau européen, Séville, à l'envers. Là, complètement à l'envers. Si tu juges sur équipe de France et match de très haut niveau, je trouve qu'il est dans une méforme incroyable. Et comme Koscielny, lui, pour le coup, a vraiment réussi son rendez-vous en équipe de France, je dis juste qu'aujourd'hui, c'est plus écrit comme ça l'était il y a 2 mois. Il a réussi un bon match contre la Russie, Laurent Koscielny, et on ne peut pas dire qu'il soit mis à l'épreuve du haut niveau européen, puisque Arsenal n'est pas en Ligue des Champions. C'est pas de sa faute, mais il n'est pas confronté à ce type d'équipe-là aussi. Et je trouve que moi, je préfère retenir, mais après c'est une question de curseur, retenir vraiment la saison, l'impression générale que m'a donné Umtiti toute la saison, plutôt que ces derniers matchs où il était en difficulté. Ce qui ne veut pas dire que là, qu'il a pas été bon. Continuez, David, parce que j'aurais des excuses à faire auprès des téléspectateurs. Dernière remarque de 10 secondes, on peut discuter sur le niveau, etc. Il y a quelque chose qu'apporte Koscielny aussi par rapport au débat sur l'équipe de France, il apporte de la maturité. Et mais non, mais tu vois, c'est beaucoup trop tôt pour dire un truc comme ça. Vous vous rendez compte que la Coupe du Monde, c'est dans 2 mois quand ça va commencer on en parle le 13 juin. Le 10 juin alors. Non, mais je suis d'accord, mais je veux dire, d'ici là, il aura retrouvé toute sa forme, il aura discuté certainement de son futur, donc il sera revenu dans un autre état d'esprit. Oui, mais c'est pas tellement sur ça, c'est sur son niveau. C'est sur le niveau d'Umtiti, en fait. Mais je me fais pas de soucis sur le niveau d'Umtiti. Là, il est depuis peut-être 3 semaines, il était en dedans, parce que ce qu'a dit Johan tout à l'heure, et il va retrouver... Mais petit, j'ai une saucisse sur Umtiti. Oh, ok, nourrisson, vous prenez. Ça fait quand même 3 duels gagnés ce soir. Mais bien sûr, évidemment. 3 duels joués. Moi, j'ai une grosse saucisse. Je dis que la proposition de José Mourinho, c'est 9 millions par an. Hein. Ah ben, quand même. Ah oui, par an. Oui, par mois. C'est une correction, mes amis, une correction de la gaine de l'équipe du soir. La gaine est là, tranquille, dans son tapis dans l'ombre, niche comme ça, et m'a croqué. Merci Mayel, on vous embrasse. Dans quelques minutes... Toi, t'avais dit par mois? Ouais, j'ai dit par mois. Dans quelques minutes, les amis, on parle de City et du flop Guardiola. Sa tête doit-elle tomber? On ne posera pas cette question. Allez, à tout de suite, mes petits.
Du soir, dernière partie. La première partie avait été consacrée à la sensation. Le Barça éliminé après avoir gagné le match aller 4-1 contre la Roma. La Roma a tout renversé. Le Barça, Messi, Busquets, Iniesta et compagnie en s'imposant 3-0. Les images dans quelques secondes. On est ensemble jusqu'à minuit. Restez avec nous. On est bien avec l'élégant de l'équipe du soir, le président Joan Micou, avec l'homme qui a mimé le geste de Dzeko et donc qui a fait changer d'avis Joan Micou, c'est Olivier Rouillet. Pas du tout. Le nourrisson est aux aguets, ne fait pas sa sieste. Thierry Marchand vit une soirée exceptionnelle puisque QPR, son équipe de cœur, a également gagné. Et puis enfin, Dave Apadou est toujours là pour notre plus grand plaisir. Au-dessus peut-être de la mêlée, je ne sais pas. Et l'information principale, c'est que le Barça a été sorti ce soir par la Roma. Regardons les images avec Dzeko qui ouvre le score dès la 6e minute. Regardez la course d'Umtiti, on en parlait. Drôle de lecture de jeu. Daniel De Rossi, 58e minute. Pardonnez-moi, je suis en avance. 1-0. Daniel De Rossi, 58e minute. 2-0. Il ne faut plus qu'un but pour que la Roma se qualifie. Et ce but va arriver à la 82e minute. Une tête de Manolas. Un exploit retentissant donc pour la Roma. Pas de remontada en revanche pour City, battu à l'aller par Liverpool 3-0. Et pourtant, regardez, City avait ouvert le score après 1 minute et 57 secondes de jeu par Gabriel Jesus. Le service est signé Raheem Sterling. Et puis Salah, l'homme du premier match, va bien exploiter une situation en piquant son ballon. 56e minute, une égalisation qui scelle le sort de City. Le but de Firmino. Beau travail permettra donc à Liverpool de s'imposer à l'Etihad Stadium. Il a caillé les deux mains aussi. Ouais. Guardiola, vous l'avez vu, est en tribune. Hein. Il a été exclu par Matteo Lahoz juste à la fin de la première mi-temps. Dites donc. Oui, quoi? On regarde pas le replay? Ben si, on regarde le replay. Le replay tout de suite, puisque c'était notre match directeur. Il y a eu des pronos donc effectués par notre spécialiste du pronostic. On regarde, c'était le score final de cette rencontre. Regardez, personne ne se trompe. Score final de ce City Liverpool, Dave Apadou. 3-0, prolongation. 4-0. Thierry Marchand. Oh là là, il a peur là. 2-1 City. Ok. Bertrand, Latour. 3-1. Olivier Rouillet. Alors 3-0 pareil, prolongation et City au penalty. Ok. Bonne soirée chez vous. Joan Micou. 2-0. Aucun bon prono, donc c'est du bien. Qu'est-ce qu'il y a, Vous l'avez Thierry? compris, 2-1, vous l'avez compris. oui, C'était pour Liverpool, évidemment. Ma langue a fourché. C'est drôle. Non, c'est pas drôle. Un avertissement pour Thierry Marchand. Mes amis, la question c'est, est-ce qu'on est ce soir un peu tombé de haut Non. Par rapport au match? Ouais. Ah oui. Par rapport à City, ouais. Par rapport à City, est-ce qu'on est tombé Oui. avec City? Ouais. Bah oui, parce qu'on Tombé de haut. s'attendait quand même à une réaction qui soit un peu plus d'envergure par rapport à celle qu'on a vue. La qualification, c'était peut-être difficile, mais là, on a été rapidement content de voir que City marquera tout de suite. On se disait qu'on allait voir un match qui allait pouvoir s'enflammer, un match un peu fou, que l'on pouvait légitimement croire. Et puis rapidement, le soufflet est retombé petit à petit, et le but de Salah est venu terminer la rencontre à 1. C'était fini. Il ne se joue pas grand-chose, le poteau, si ça rentre. Non, mais bien Ils sûr. ont joué une mi-temps. Oui. Une mi-temps. Une mi-temps. Oui, mais parce que tu as un 0. d'accord, Liverpool est beaucoup mieux revenu en deuxième. Et voilà. J'ai pas Non, mais- compris pourquoi Guardiola avait fait tomber Fernandinho dans la défense. Ouais. Au milieu, ils étaient mangés. Alors qu'ils étaient plutôt dans le vrai, au moins au niveau de la physionomie, il y avait 1-0, mais tu l'as dit, le poteau, des actions litigieuses dans la surface, ça voulait dire qu'ils étaient dans la surface aussi. Et effectivement, il y a eu cette modification, il m'a semblé, mais moi j'étais pas trop sûr au départ de la Si, de je l'avoir assez vu. bas, ouais. Et voilà, j'ai vu ouais, Fernandinho assez assez bas, bas, donc il était dans la ligne de défense, j'étais ouais. étonné, mais après c'est fini, je veux dire, on a l'impression qu'il n'y avait plus de courant. Et effectivement, Liverpool est revenu un petit peu plus haut. Ça a suffi. C'était pas grand-chose de remonter de quoi? Avec 15 mètres, terminé. Oui, mais si Liverpool est remonté de 15 mètres, est-ce que c'est dû peut-être à la passivité, à un moment, à une autre notre physionomie de la part de ce que nous proposait City? Est-ce que physiquement, ils ont Mais ouais, pas c'est ça. plongé? Justement parce que C'est le ressort, j'étais un peu surpris de vos constats à la mi-temps. Vous étiez en train de me dire que City en avait peut-être gardé un peu sous le pied pour peut-être éventuellement réaccélérer. Non. J'ai trouvé que City, au niveau... On se posait la question. Vous m'avez dit ça manquait un peu d'intensité. Oui,
Moi, j'ai trouvé que dans leur jeu, ça manquait d'intensité. Et Liverpool ne jouait pas. Donc, je trouvais que globalement, le match manquait d'intensité. Et la question qu'on se posait à la mi-temps, et Dave l'avait bien dit, c'était de savoir si City, est-ce qu'ils étaient en dedans, est-ce qu'ils en gardaient sous la pédale, ou est-ce qu'ils étaient au taquet. Et bien, on s'est aperçu qu'ils étaient au taquet. La première période était quand même largement meilleure par rapport à la... Si tu avais reproduit 2 fois ce que tu as fait en première période, tu avais des possibilités encore de qualifier. Ils l'ont pas fait. À la mi-temps, il y a 3 au constat des 2 matchs. Il y a 3 mi-temps, largement 3 mi-temps sur 4 pour Liverpool. Bien Donc sûr. à l'arrivée, voilà. Il y a surtout la victoire de ce monsieur là qu'on voit en photo derrière nous, de Klopp. Parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait sur les 2 matchs quand même. Parce qu'on se rappelle tous que tactiquement sur le premier match où il a obligé son équipe à jouer très haut pour empêcher les joueurs de City pour relancer le ballon. Ça c'était sur la première mi-temps du premier round. Hein. Et il a été parfait. Là aujourd'hui, il a su positionner ses joueurs pour qu'ils résistent le plus longtemps possible au temps fort. Et ensuite, on s'est tous aperçus, et on l'a dit, que dans les 5 dernières minutes de la première période, ils ont commencé à sortir. Et ensuite, en deuxième période, il y a quand même, moi j'ai trouvé, de la part de Klopp, une intelligence dans le positionnement tactique de ses joueurs. Et moi, je pense que le grand vainqueur de ce match aller-retour, c'est lui. Hein, Klopp, très haut niveau. On regarde les face-à-face entre Guardiola et Klopp. Au match aller, on vous avait posé la question, est-ce que Klopp, c'est l'antidote du jeu de Guardiola? Est-ce que ce jeu de transition, c'est terrible pour le jeu de possession? Les confrontations, mais si on ne se fie qu'aux confrontations, ça c'est les confrontations globales, y compris avec en le Allemagne. championnat. Voilà, avec le championnat d'Allemagne. Oui. Quand ils étaient ensemble en Allemagne. Si on se fie aux confrontations, uniquement aux confrontations anglaises, si je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 4 victoires pour Klopp, 1 match nul et 1 défaite. Une défaite le 5-0 au mois de septembre dernier. Le 5-0, c'est l'unique défaite, le 5-0 du match aller. Est-ce qu'il n'aurait pas par hasard le numéro de téléphone de Guardiola, comme on dit en Angleterre, on dit comme ça, il got his phone number. C'est-à-dire, il le décrypte. Et voilà, je crois qu'on avait posé la question lors du match aller, est-ce que c'est l'antidote? Réponse, oui, c'est l'antidote. La réponse. Sur le jeu collectif de City, un jeu quand même qui nous a, on va pas retourner nos vestes, mais qui nous a laissé baba, qui nous a enthousiasmé. Est-ce que depuis ce match aller, il y a des trucs qui vous chiffonnent sur le jeu de City, des limites qui sont apparues dans le jeu de City? Moi j'en ai quelques-unes, mais je vous laisse venir. City doit avoir le ballon. En deuxième mi-temps, ils l'ont plus eu, ils ont souffert. Par contre, Liverpool arrive à faire les deux. Liverpool arrive à subir, comme ils ont pu faire en première mi-temps, même s'ils ont eu un peu de réussite, ça aurait pu peut-être tourner dans le sens de City, mais ça ne l'a pas été. On a vu au match aller qu'il y avait de l'engagement et qu'il y avait aussi de la qualité technique. Et là, en deuxième mi-temps, ils ont changé le costume et ils ont mis le costume de conserver un peu plus le ballon, d'aller faire mal à l'adversaire. Donc c'est une équipe qui est capable de faire les deux. Mais City, j'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que City, quand elle n'a pas le ballon, soit capable d'être performante. C'est une équipe sans ballon qui, à mon avis, est en difficulté, mais surtout, je les vois en difficulté sur le plan athlétique. Je les vois en difficulté sur le plan athlétique. Ils ont plongé à Old Trafford, alors même si après ils ont eu encore par à coup, mais ils avaient pu cette espèce de jeu étouffant qu'ils avaient eu en première période. Et là c'est pareil, il faut une bonne première période globalement et ils plongent. Mais c'est quand même... Vous concluez, mais en fait c'est une transition parce qu'on va arriver sur Guardiola. Ouais, non, mais ce qui est gênant dans le jeu de City ce soir, c'est quand même... quand on réfléchit bien, on se dit mais... Qu'est-ce qu'il a eu à faire, le gardien de Liverpool? Pas grand-chose. C'est ça le problème. Pas grand-chose. C'est là où je trouve que, autant il y a encore 2 mois, on était tous prêts à dire que City était le candidat numéro 1 pour la Ligue des Champions. Il y a une semaine même. Ouais, non, peut-être un peu moins quand même. Mais là, c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Alors, c'est peut-être athlétique, qualité technique, ils l'ont. Mais moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est un manque d'imagination dans ce match-là. Autant il y a eu des situations intéressantes, mais je vois comment Sané sur le côté gauche. Il y a un moment, j'ai envie de dire, garçon, c'est bien, mais il lève la tête, fait autre chose que de me balancer le ballon. Je trouve que le mouvement global, il est beaucoup moins coordonné. Il est moins limpide. Voilà, il y a beaucoup moins de bonne synchronisation de course, etc. Ce qu'il faisait avant, mais c'était merveilleux, c'était un balai. Et là, non, ça joue par à-coup, chacun son tour. On peut pas s'en sortir. Guardiola est donc éliminé. Faut-il critiquer Guardiola ce soir? Non. Non.
Bah si, peut-être. Mais on l'a fait en première partie de l'émission. Oui, mais on l'a fait peut-être pas. Oui, mais par rapport au match de ce soir-là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues, vous avez perçues sur... Pas seulement. En fait, dans la sur mise ce en place, soir, en fait, pour moi, il y a quelque chose, puisqu'on parle du plan athlétique. Après, on peut discuter du reste des choix. Mais est-ce que dans son choix de rotation de joueurs, sur ces dernières semaines où ils avaient beaucoup d'avance au championnat, ou y compris contre une D4 en coupe, il met son équipe type, je dis pas que c'est critiquable, je dis juste que c'est aussi des choix que tu peux payer aussi au moment de la Ligue des Champions quand ça va s'élever. C'est de la D3, Wigan. C'était D3, voilà. Mais tu vois, c'est donc... Non mais voilà, d'accord, ok, tu pouvais mettre l'équipe type. Non mais en fait, je trouve quand même qu'il a beaucoup tourné. Alors c'était aussi sa force, parce qu'il avait une équipe qui était huilée. Mais Dave, on lui a aussi reproché de ne pas avoir mis De Bruyne le week-end dernier. Non mais je te parle sur les dernières semaines. Pour le reposer aussi, on peut pas dire que De Bruyne ce soir... Je parle sur les dernières semaines, le kilométrage ça se fait pas d'un match sur l'autre. D'accord. C'est quand même une équipe qui n'a pas de trêve, qui a caracolé, mais qui a mené un rythme d'enfer en première ligue comme quasiment aucune équipe. J'ai une piste à vous proposer sur Guardiola. Guardiola est un formidable mécanicien, un mécano de génie. Est-ce qu'on peut être peut-être un petit peu plus critique sur son recrutement, sur les joueurs qu'il recrute? Il a fait progresser des joueurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas des... Voilà, il n'a pas un matos de première catégorie, Guardiola. 400 millions quand même. Oui, 400 millions, mais pour qui? Il achète cher les défenseurs. Ouais. Non, il n'a pas de grand nom. Il n'a pas de grand nom international. Non. Stones, acheté sous Guardiola. C'est l'équipe la plus jeune de Première Ligue. Je sais pas si c'est Première Ligue ou Champions League. C'est Liverpool qui est plus jeune. Non mais c'est vrai, Benjamin Mendy, ça lui fait mal aussi. À l'exception d'Otamendi qui était déjà là avant qu'il arrive, il recrute des joueurs de football. Ouais. Des beaux joueurs de football. Alors ok, mais par rapport à l'an dernier, vous vous souvenez quand City s'était fait sortir par Monaco, on s'était dit ok, Guardiola a pris la maison en route en disant bon il va rebâtir tout ça, il y a toujours du déséquilibre, il va nous corriger tout ça. Est-ce qu'il y a les mêmes mots un an plus tard? Mais oui, ils sont champions. Ils ont recruté en Ligue des Champions. Il y a une fragilité mentale. Il y a une fragilité mentale et une fragilité défensive qui est patente dans tous les grands rendez-vous. Je suis désolé. Voilà. Oui, si on peut parler, c'est maintenant Bertrand. Il n'a pas parlé de la soirée. On a passé quasiment toute la saison à relever que le jeu avait évolué, que les latéraux qu'il avait recrutés, c'était formidable. Le début de saison de Benjamin Mendy, extraordinaire. Kyle Walker fait une saison énorme. Donc là où il y avait des manques flagrants l'an passé sur ce poste-là, ça avait été en partie comblé. Il se retrouve que Mendy est blessé longuement. Le gardien, qui avait été une faiblesse quand même l'an passé de Guardiola, bravo, a été remplacé par Ederson, qui a fait une très bonne saison, qui déjà a arrêté beaucoup de ballons, et également dans le fait que ce soit le premier relanceur de l'équipe a beaucoup progressé a fait progresser l'équipe dans ce domaine-là. La limite de cette équipe-là, et c'est la séquence le montre avec les deux confrontations contre Liverpool et celle contre United, c'est je trouve qu'il manque un peu des cadres, des joueurs qui ont beaucoup d'épaisseur, qui ont du vécu, qui a peut-être pas forcément, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup gagné des Ligues des Champions, des Coupes du Monde dans cette équipe-là, si on prend tous les noms. Bertrand, je vous mets un petit stop. Les notes de l'équipe du soir, oui, vous avez peut-être regardé ce match, vous avez envie d'avoir peut-être un point précis sur un joueur, vous passez par le compte Twitter de l'équipe du soir, ça va s'activer dans quelques secondes. Autre image importante de cette rencontre, on est à la mi-temps. City donc mène 1-0, il y a eu quelques faits de jeu qui ont été en défaveur de Manchester City, notamment une action où il y a eu un but de Sané qui a été refusé pour hors-jeu par l'arbitre Matteo Lahoz. Un but et un jugement qui a rendu foudrage Guardiola, nous allons voir ça, il a été exclu, regardez, il est là, on est à la mi-temps, 1-0, il va chercher ses joueurs, voilà, il commence à parler à l'arbitre Matteo Lahoz. Voilà, voilà, bon c'est toujours la Guardiola, c'est toujours un peu énergisant. Matteo Lahoz, qui était chaud ce soir au niveau des cartons, ça manque peut-être un petit peu de lucidité, lui met un rouge direct. La déclate Pep Guardiola, cet arbitre est un mec bizarre, il aime faire le show, il voit toujours l'inverse de tout le monde. Réaction de Pep Guardiola qui continue. J'ai dit à l'arbitre qu'il y avait bu sur l'action de Sané, c'est pourquoi il m'a expulsé à 2-0 à ce moment du match. Il avait bu. Tout était différent, qu'il y avait bu. À l'aller, le but de Salah a été validé alors qu'il y avait hors-jeu, c'est vrai. Vincent Duluc nous l'avait fait fort justement remarquer. À l'aller, un but pour hors-jeu inexistant avait déjà été refusé à Gabriel Jesus. Guardiola. Dans cette compétition, les équipes sont si proches que les décisions arbitrales ont une influence. Je crois vous avoir dit en première partie de soirée qu'il y avait un souci entre Pep Guardiola et Monsieur Lahoz.
Non, je ne l'ai pas entendu. Reprenez le magnéto, je vous l'ai dit, qu'il avait accordé 3 pénaltys lors des 3 derniers matchs de Ligue des Champions. Et je vous avais dit, en gros, je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais que ce monsieur Laos est à Guardiola, ce que le Vietnam était aux Américains. Laos. Voilà, Laos, bien sûr. Vous avez compris. Et pas mal. Mais si vous voulez, donc avant même le match hier dans sa causerie, il était déjà sur monsieur Laos. Bon, et ben voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Résultat, il a pété un câble, il a été lui dire quelque chose, et puis il s'est fait expulser. Et ceci dit, je trouve ça... on parle pas du technicien. Est-ce que je peux apporter parce que ça a été quand même l'enquête de la rédaction sur le but hors jeu. Je vous décris simplement l'action. Donc Sané va marquer un but. Il y a un centre. Sané est en position de hors jeu. Là c'est Karius le gardien. Parce qu'il est derrière le gardien, mais voilà, il est déjà en position de hors jeu. Karius dégage. Sané est derrière lui. Le ballon est renvoyé involontairement sur la jambe de Milner. Milner renvoie. Sané marque. Pour lui, l'interprétation de Guardiola, c'est Sané est en position de jeu puisqu'il a été remis en jeu par un adversaire. Il n'y a pas de hors-jeu. Non. La loi 11 de la FIFA. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris un truc terrible. On a tué 3 assistants. Si un joueur tire un avantage de sa position en ayant joué un ballon qui rebondit sur un adversaire après avoir été en position de hors-jeu, il est bien hors-jeu. Non. Donc Matteo Laos a bien eu raison. Parce qu'en fait, l'interprétation de Guardiola, je suppose, peut-être qu'il le dira un peu plus, c'est que peut-être qu'il estime que Milner joue un peu le ballon. Alors que pour moi, et peut-être que c'est partagé ici, je pense que Milner il reçoit la balle et la balle lui rebondit dessus. C'est même pas la jouer, c'est qu'il fallait que Milner mette volontairement la balle qu'il contrôle son geste, qu'il prenne possession du jeu. Là où je suis déçu pour le coup par Guardiola, c'est que n'importe quel joueur qui ferait ce qu'il a fait, c'est-à-dire avant de rentrer au vestiaire, aller s'en prendre à l'arbitre, prendre un carton inutile, éventuellement de se faire expulser, ce serait quasiment une faute professionnelle. Là, il a un quart d'heure où il va gérer. Le jeu est fini à ce moment-là. Pour moi, c'est faute professionnelle, vous comprenez ce que je veux dire? C'est une grosse faute pour moi. Pardon, mais et encore 45 minutes pour marquer les 2 buts. En plus, quel impact? Est-ce qu'on peut dire que ça a eu aussi un impact sur la suite de la rencontre? Parce qu'on n'a pas reconnu City en deuxième période. Alors est-ce que le coach sur les joueurs, à un moment donné, là pour le coup, ça c'est les joueurs qui peuvent dire. Est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que le coach sur le banc, est-ce qu'à ce moment-là, ça joue vraiment? Je pense qu'un entraîneur comme ça qui parle beaucoup aussi, je pense que ça joue un rôle, oui. Mais à la marge peut-être, parce que là ils étaient vraiment. Oui, là c'était l'inverse de ce qu'on avait vu en première mi-temps. Voilà, donc à l'arrêt complet, je peux pas croire que ce soit que le fait de l'expulsion de Guardiola. Bon. Mais pour moi, c'est une erreur de Guardiola. Il ne ressemble pas beaucoup. Enfin, franchement, je trouve que c'est pas vraiment à mettre à son crédit, d'autant que sur le match aller, c'est vrai, on peut comprendre, il est un peu gonflé. Son équipe cadre même pas une frappe, c'est une équipe qui a marqué énormément de buts, etc. Et sur le match aller, ils n'ont aucune bonne raison. Il a raison, factuellement, le but de oui, d'accord, mais quand t'as été dominant, que l'arbitre t'a pas sifflé un péno, 2 pénaux, que t'as tout fait pour marquer un but, pour gagner la rencontre, tu peux te plaindre. Il peut rager, mais la vérité, c'est qu'il ne mérite pas de se qualifier parce qu'il est 3 mi-temps sur 4, il est en dessous. Voilà. Faut faut qu'il arrête de pleurer, il faut qu'il assume ses conneries. Je pense que... Non, mais attendez, vous aurez été Mourinho, on l'aurait déjà encadré 10 fois en disant il est has-been, machin. C'est vrai, mais vous êtes dur. Il a 15 points d'avance. Pardon, vous êtes dur parce que je me souviens d'une réflexion qu'a faite Johan Mikou à la mi-temps en disant que c'est un match, un moment où il y a un but, ça peut tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, c'est lui qui l'a fait tourner dans le mauvais sens. Mais faut qu'il assume. Faut qu'il assume. C'est la faute de Guardiola. Je ne dis pas que c'est la faute de Guardiola. C'est lui qui fait tourner dans un sens. Peut-être que c'est toi-même qui dis il y a une minute, peut-être ça aurait tourné dans l'autre sens. Donc moi je te reprends de revers et puis je te dis que ça aurait pu effectivement tourner dans l'autre sens s'il était resté sur le banc. Pour remonter son handicap, Manchester City, après tous les risques, nous dit le vainqueur Jürgen Klopp, cela a failli fonctionner car cela a rendu le match très difficile pour nous. Il est gentil Jürgen. Mais nous avons mérité la qualification. Tu penses qu'il est qualifié, donc c'est. Bien sûr. Il y avait Klopp d'un côté et Flop de l'autre. C'est pas possible de parler. Excellent. Et les notes de l'équipe du soir. Qu'est-ce que t'as fait, Guardiola? Rien. Mais il n'a pas tout à fait tort dans ce qu'il a dit quand même, parce que moi je trouve que l'arbitre, excusez-moi, mais moi je trouve que tu reverras aussi la frappe de. Non, mais je trouve que l'arbitre, quand il dit que l'arbitre fait son show, moi je trouve que là il a pas totalement tort. Moi personnellement, je ne l'ai pas trouvé bon cet arbitre. Tu l'as dit tout le long du match. Notez Salah. Tu l'as dit tout le long du match. Notez Salah, top player, c'est un 7. 7, c'est un bon match pour Mohamed Salah.
7-7-7, bon match. Et Jo et Olivier nous disent un très bon match. Pourquoi cette lecture? 7,5. Oui, 7,5. Il te scelle le match. Exactement. Avec ce but. En plus, il est magnifique de sang-froid. Et en plus, c'est de tout ça. Et en plus, c'est le seul moment où il a eu la ressource physique de faire cette belle accélération. Parce qu'il a, c'est la seule accélération du match. Tu as raison. Et il accélère et ensuite derrière, non, il le pique pas tellement. Parce que quand vous regardez, quand il vous regardez, ben je peux pas. Ouais, parce que il va prendre un coup de pied. Le défenseur s'en va là, et il lui met là le ballon. Finesse, techniquement, ben non, c'est sublime. C'est ça qui est beau. J'ai pas compris ce qu'il fait, hein. Parce que vous m'avez fait ça, mais il lui met là le ballon. Le gardien, le défenseur, il est un peu sur le côté gauche, et il lui file là le ballon, ça là. C'est superbement bien joué. Techniquement, réussir ça avec ses moyens du jour, c'est fort. Ça là, c'est une certitude, il n'était pas à 100%, on est bien d'accord. Il a réservé tout, tu sais, comme un fer. Il a réservé tout sur une accélération. On me dit de noter De Bruyne. C'était la seule erreur de club, je pense. Mais il aurait pu le sortir un peu plus tôt, parce que moi j'avais vraiment peur qu'il se... Mais finalement pas. De Bruyne, n'est-il pas passé au travers? C'est Bénur qui nous dit ça. Bah oui, les premières notes vont vous le confirmer, mon cher Bénur. C'est un 5. 6, c'est combien? 6, c'est un match satisfaisant. Je l'ai bien aimé en première mi-temps. Ok, d'accord, c'est un 6 pour sa première mi-temps, c'est bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0, non, 6, 5, 4, 3. La parole est au 6 et la parole est au 3. Non, mais le 6, c'est pas... Dave Papadou, allons-y. Ah bon? Jetez un voile pudique sur le match de Kevin De Bruyne. C'est lié à l'importance qu'il est censé avoir dans le jeu de City. Ses frappes n'ont jamais été bonnes. C'est un vrai bon frappeur normalement. Je trouve pas tant que ça qu'il ait eu la main. Il a fait des percées, c'est vrai, mais il s'est tellement effondré en seconde période que pour moi, il porte aussi beaucoup de la responsabilité dans l'élimination de Manchester City. C'est lui le dépositaire du jeu. Mes amis, le quiz, on va se faire un petit quiz. Les coulisses de l'exploit ce soir là.